Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez étudié les peintres d'hier et d'avant-hier avant de donner à travers les réseaux sociaux un coup de projecteur à l'art contemporain. Un travail discret, car votre but n'est pas d'épater la galerie, si j'ose dire. Vous publiez un roman où vous évoquez un lointain passé à travers une écriture résolument moderne. Bonjour Léa Simone Allegria. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie. Je suis ravi de vous accueillir pour ce roman Douce menace qu'on va évoquer tout à l'heure chez Albin Michel, votre troisième roman. Un roman sur l'art, sur les tableaux, sur la peinture, avec une écriture très précise, car vous êtes féru d'histoire de l'art. Et on va l'expliquer au fil de cette émission, car les clés d'une vie, ce sont des dates clés pour évoquer votre parcours. Parcours discret d'ailleurs, parce que vous parlez peu de vous, il y a peu de choses sur vous sur les réseaux sociaux, dans Internet. Ah bon ? Ah oui, il y a D'accord. pas beaucoup. Donc je vais trouver quelques informations quand même. Et la première date que j'ai choisie, elle n'a pas de rapport avec vous, je vous rassure, mais elle est importante dans votre parcours. Le 5 février 1893, un acte historique, Claude Monet signe à Vernon l'acte d'achat d'une bande de terrain en contrebas de sa propriété. Et Claude Monet, effectivement, c'est entre Giverny et la voie ferrée. Vous connaissez bien ce quartier. Mais pas vraiment. Alors là, je vois que vous avez trouvé cette information dans mon premier roman, Oui. où le personnage Adrienne habite à Vernon. Voilà. Mais ça n'a jamais été mon cas. Non. Mais vous connaissez un peu Vernon, pourquoi ? Mes parents ont habité 2 ans à Vernon, mais j'étais déjà adulte, j'habitais plus avec eux à ce moment-là. D'accord. Mais c'est quand même une ville de Normandie très importante, puisque d'abord Sébastien Lecornu y est aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Et vous l'avez jamais rencontré là-bas ? Si, bien sûr, bien sûr. Mais Oui, il oui. n'était pas Premier ministre encore. Non, mais il dînait avec nous le dimanche soir et on était amis avec lui, oui. Ouais, voilà, parce que je crois que On est toujours. Voilà, votre père travaillait justement du côté de Vernon, du côté de la mairie des services officiels. Non, mon père était ambassadeur. Voilà. Donc il n'était pas à la mairie, mais il est devenu très proche de Sébastien Lecornu, qui était un peu son petit protégé à cette époque-là. Maintenant, bon, C'est autre chose changé. maintenant. Alors, vos parents sont à la fois italiens et marocains. Vous avez une double origine, Léa Simone Allegria. Non, mon père est né à Paris, mais il est d'origine corse. Mon grand-père est corse. Et ma mère est marocaine, oui. Voilà, votre mère est marocaine. Et c'est vrai que et vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Paris, Ouais. et grandi dans un univers lié à l'art au départ. Ça vous a passionné dès le départ ? Je saurais pas dire à quel moment l'art m'a passionnée. Mon premier souvenir avec l'histoire de l'art et les tableaux, c'est Simone, puisque mes 2 prénoms, Simone et Allegria, ce sont mes 2 grands-mères. On avait un mémori de tableaux. Oui. Et moi, je retenais bien évidemment toutes les œuvres d'art, mais jamais les noms. Et quand ma grand-mère retournait les cartes, elle disait « Ah, Velázquez, ah, Modigliani ». Et moi, c'est des noms qui me disaient rien du tout, mais voilà, j'adorais jouer à ce jeu-là. Donc je me dis parfois que c'est de là dont tout vient. Oui, d'ailleurs, votre grand-mère était la première à imaginer qu'un jour, vous alliez travailler dans le monde de l'art. Ah bon ? Oui. Okay. Elle l'a dit un jour, je crois, j'ai trouvé une interview où vous racontez ça. Ouais, mais c'est possible. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Alors, il se trouve que vos études, d'abord, c'est des études à Paris, et le lycée Victor Duruy, qui est important parce que vous dirigez vers des études littéraires au départ, Cagnes. Un lycée Victor Duruy à Paris, qui est un grand bâtiment qui était séparé en 2. Il y avait la partie sud, le lycée, et la partie nord, c'est là où Auguste Rodin a vécu. Je ne sais pas si vous le savez. Non, je le savais même pas. Voilà, vous voyez, j'étais pas très assidue à cette époque-là de ma vie. Vous voulez faire des études littéraires à l'époque, vous faites Cagnes. Je voulais rester dans un enseignement général et je savais pas quoi faire de moi-même, donc je me suis dit Hippocane, Cagnes, ça reste quelque chose où j'apprends et je me spécialise pas encore. Et en fait, après toutes mes études ont été une espèce de quête vers apprendre des choses, mais ne jamais se spécialiser pour rester dans le plus général possible. Oui, ce qui est assez rare aujourd'hui et ce qui est un avantage parce qu'on peut parler de plein de choses. Alors, et je crois que pendant le confinement, vous avez fini un livre que vous n'aviez jamais lu, qui est Moby Dick. Mais comment vous savez ça ? Je me suis un peu renseigné. C'est pas mal. Je l'ai fini, Moby Dick, j'étais même pas au courant. Si, parce que... Possible, oui. J'adore Moby Dick. J'adore En fait, mes livres préférés, je m'en rends compte. Parce que je réponds à des interviews où je dois dire quels sont mes livres que je préfère. Et il y a toujours Moby Dick ou Cyrano ou Gatsby. Et je me rends compte que ces personnages-là, ils ont quelque chose en commun. C'est que c'est des héros qui rêvent plus grand qu'eux.
Et si le lecteur sait déjà que la quête, malheureusement, elle est mal embarquée, et le héros ne le sait pas lui-même. Et j'adore ces personnages. Ouais. Alors, il se trouve que Moby Dick, au fait, Herman Melville, qui est l'auteur, s'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais. En 1820, un baleinier est heurté par un cachalot, il fait naufrage, et personne n'imaginait qu'un cachalot puisse attaquer un baleinier. Et à partir de là, il a écrit cette histoire, et le capitaine va simplement se venger en poursuivant le mystérieux cachalot. Vous auriez pu vivre comme ça au milieu des mers avec des baleiniers? Alors, c'est gentil de le penser. Je pense que j'aurais été tétanisée personnellement. Oui. Mais j'aurais pu vivre à la poursuite d'un monstre irréel, imaginaire, un peu comme une histoire d'amour finalement. On poursuit une chimère, quoi. Exactement. Alors, il y a une des choses que vous avez poursuivies sont vos études, et il y a une chanson de Ray Ventura qui résume votre désir à cette époque. Je voudrais en savoir davantage, et c'est vrai que vous avez fait des études pour toujours en apprendre davantage. Ouais. D'abord, il y a un master 2 de lettres modernes sur Gérard de Nerval. Et oui, c'est mon préféré. J'ai développé un lien d'affection, d'amour avec Gérard de Nerval. Pourquoi ? Parce que j'adore ses poèmes. En tout cas, Léa Simone Allegria, que Gérard Nerval était un peu fou, je ne sais pas si vous le savez. Oui, bah oui. Un jour, il se promenait dans la rue en smoking avec un ruban bleu, et au bout du ruban bleu, il y avait un homard vivant. Oui, c'est dans les jardins du Palais Royal. C'est fou. Ouais. Alors, il y a aussi le fait que la prépa de Cagnes, ça vous ennuie parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir envie de faire d'autres choses, Léa Simone Allegria. Je me souviens qu'en Cagnes, j'étais pas vraiment à ma place parce que j'étais pas... j'ai jamais été branchée concours. Et donc, tous mes camarades visaient les concours d'entrée, et moi... c'était pas vraiment mon truc. J'aimais bien les sujets de dissertation, j'aimais bien apprendre, mais j'aimais pas forcément la bataille. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à partir en voyage quand j'étais en Cagnes, et je me souviens que les professeurs me l'ont reproché. Ils m'ont dit mais Léa, elle est toujours avec une valise, donc elle est pas suffisamment présente pour pouvoir cuber. Ce que j'ai un peu regretté parce que j'aimais bien l'enseignement là-bas. Oui, mais en même temps, vous êtes inscrite à l'Atelier de Sèvres, une école d'art appliqué. Ça n'a rien à voir. Mais oui. Parce que j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre, et je me suis dit pourquoi pas essayer cette voie-là, comme ça, sans... Mais c'est une école spécialisée dans l'art, je crois, et aujourd'hui dans l'animation. Et on forme même des directeurs de production. Mais c'était pas votre but non plus. Pas vraiment, non. J'étais un peu dilettante aussi à l'Atelier de Sèvres, c'est-à-dire que j'aimais ça, mais que là aussi, très vite, en fait, ils ont commencé à constituer des dossiers pour les arts déco, pour les beaux-arts, et là, moi, tout de suite, les dossiers, les contraintes, les concours, ça m'a plus ennuyé qu'autre chose, et je me suis dit, non, moi, je veux en faire qu'à ma tête, en fait, et c'est un peu ce que j'ai fait. Voilà. Et vous êtes reparti en voyage. Voilà. Mais quel pays vous faisiez en général ? À ce moment-là, j'étais en Chine. Oui. J'ai passé 3 mois en Chine. Et voilà, je me baladais en Asie, je découvrais des choses, j'apprenais. C'est une façon d'apprendre aussi. Exactement, oui. Et puis après, il y a eu l'école du Louvre. Là, ça a été autre chose. Là, c'était en parallèle avec le master, parce que j'étais à la Sorbonne. Mais quand on sort d'une Cagne... on est habitué à un certain rythme de travail que je retrouvais pas forcément à la Sorbonne, et donc je me suis dit il va peut-être falloir que je fasse d'autres études en parallèle pour pouvoir être bien sûr d'être nourrie. Et là j'ai entendu parler de l'école du Louvre, et moi j'avais une petite obsession à cette époque-là de ma vie. Je faisais des frises chronologiques tout le temps. J'adorais faire des énormes frises que je mettais dans mon salon pour savoir quel événement s'est passé à telle date, telle époque. Et puis quelqu'un m'a dit mais l'école du Louvre, franchement, c'est fait pour toi. Ils font que de faire des frises. Et donc, j'ai passé les concours, et alors là, j'ai adoré mes études. Ça consistait en quoi ? On part de l'Antiquité. Donc, la première année, c'est Antiquité égyptienne, grecque, romaine. Et puis après... Non. On part de la préhistoire, pardon. On part de la préhistoire. On fait toute la préhistoire, tout le musée là, qui est magnifique, qui est à Saint-Germain-en-Laye. On y va beaucoup, on travaille dans les musées et à l'amphithéâtre au Louvre. Et de la préhistoire, ça va jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'art contemporain. Et c'est en 3 ans.
Ils virent la moitié des élèves chaque année à la fin avec un concours. Mais là, j'étais à fond, j'avais vraiment envie de rester, donc je me donnais énormément pour le concours. Et puis après, il nous faut apprendre par cœur tout ce qui se passe, toutes les œuvres, tout. Et ça a été une découverte pour vous, la découverte de l'art. De l'art, mais surtout de l'histoire de l'art. Parce que moi, ce que j'aime, c'est toute l'histoire qu'il y a autour d'une œuvre et comment on peut comprendre. En fait, la découverte, c'était ça. On était au Louvre avec quelqu'un des tout petits groupes. Tous les jours, j'ai eu la chance d'aller au Louvre. On se retrouve devant une statue romaine. Et puis, il nous explique de A à Z pourquoi cette statue, pourquoi il y a une tortue à ses pieds, pourquoi il tient ça dans la main, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi il regarde dans l'air. Et là, je me suis dit, mais en fait, la statue, elle a tellement de choses à me dire que je trouve ça incroyable. Et je crois que en plus, cette école a été fondée dans ce but par Jules Ferry en 1882 pour tirer des collections pour l'instruction du public, l'enseignement et former les conservateurs et tous ceux qui tournent autour. Vous auriez pu devenir conservatrice d'un musée. J'aurais pu, mais il se trouve que je gagnais déjà ma vie à ce moment-là puisque j'étais devenue mannequin. Oui, et donc on va en parler. Je gagnais bien ma vie. Oui. J'avais pas besoin de me projeter dans un métier. J'étais quand même passionnée par mes études à l'école, à la Sorbonne. Et donc, j'avais pas l'intention, là non plus, de me spécialiser. Je me souviens que quand j'ai soutenu mon mémoire sur Gérard de Nerval, qui me tenait énormément à cœur à ce moment-là, mon directeur de mémoire m'a dit... Mais c'est marrant, vous, mademoiselle, vous me rappelez ces jeunes filles qui font l'école du Louvre en attendant de se marier. Oui. Parce que vous êtes un peu, voilà, vous êtes là. Et puis je lui ai dit, je vais vous décevoir, mais il se trouve que je suis à l'école du Louvre. Et il m'a dit, voilà, en plein dans le mille, vous êtes une dilettante, il vous manque plus que faire de la harpe et puis on va pouvoir vous marier. Voilà. Et je me suis dit, mais... Il exagère celui-là. Oui, ça n'a pas été le cas, vous n'avez pas été une dilettante. Et je ne me suis pas mariée. Voilà. Et avec toutes ces études, vous avez fait d'autres choses. Et on va en parler à travers une autre date, le 14 avril 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Léa Simone Allegria. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Léa Simone Allegria, romancière. Douce menace, votre nouveau roman chez Albin Michel, on en parlera tout à l'heure longuement. Et il est lié, ce roman, à l'histoire de l'art qui vous passionne, on l'a compris. Vous avez enfin trouvé votre vocation avec l'école du Louvre. Et le 14 avril 2017, c'est votre première télé. Vous êtes invité sur France 2. Donc, quelle étagère, comme une étagère, et vous avez 2 minutes pour évoquer votre premier roman, Loin du corps. Vous en souvenez ? Complètement. Je m'en souviens très bien. Je me souviens que j'avais un haut qui était un peu trop transparent et que j'avais peur que ça se remarque. Mais résumer un roman à la télévision en 2 minutes quand on n'a jamais fait ça, c'est pas simple. Et surtout qu'à cette époque-là, j'étais extrêmement timide. Voilà. J'étais très introvertie. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir prendre la parole comme ça face à vous facilement. Mais ça n'a pas été le cas pendant la plus grande partie de ma vie. J'étais quelqu'un qui ne parlait jamais. Et je crois que d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des livres. Oui, parce que justement, on ne s'attendait pas, après votre parcours d'étudiante, que vous commenciez à écrire des livres. C'est venu comment ? C'est venu un peu... alors après, j'écrivais beaucoup pour moi-même. J'ai noirci beaucoup de cahiers. Pas forcément sur ma vie, mais sur un peu tout ce qui me traversait. Et puis, j'avais toujours ça en moi et j'avais toujours un cahier avec moi. Et un jour, je parlais à ma tante Isabelle Miller, qui est écrivaine, qui est une très belle romancière. Et je lui racontais un petit peu ce que je vivais, c'est-à-dire... Le matin, je faisais des essayages avec Agnès B qui prenait mes mensurations dans tous les sens. Et puis l'après-midi, j'étudiais à l'école du Louvre le chiasme de Polyclète, les proportions parfaites dans l'histoire de l'art pour représenter les corps et les questions d'image, de muse, de qu'est-ce que c'est que de poser, qu'est-ce que c'est qu'être un objet, tout ci, tout ça. Et puis je faisais des parallèles en disant, mais tu vois, c'est fou ça, parce que moi, je suis un objet le matin et j'apprends ce que c'est qu'un objet l'après-midi. Et elle m'a dit, mais tu devrais vraiment écrire un livre là-dessus parce que c'est intéressant. Un livre sur la mode, sur les mannequins, mais en fait, sur les images. Et qu'est-ce que c'est qu'être une image ? Voilà. Parce qu'en fait, ce premier roman, bien sûr, le Louvre est présent,
puisque votre héroïne dans ce roman est au Louvre régulièrement. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais au départ, le musée du Louvre ne devait pas être un musée. Au fait, c'était une forteresse construite sous Philippe Auguste pour protéger Paris à la fin du XIIe siècle. Tout à fait. Et notamment, on devait être protégé de l'invasion des Anglais. Depuis, c'est plus une forteresse, mais pour d'autres raisons liées à l'actualité. C'est autre chose. Et ça, c'est un rêve de faire un livre là-dessus. Voilà. Et le Louvre, dans les années 60, a marqué une génération de téléspectateurs avec ce feuilleton. Vous avez vu Belphégor ? Eh ben, il faut que vous regardiez un jour Belphégor, car le fantôme du Louvre, un feuilleton qui était tourné juste à côté du Louvre, qu'on a reconstitué, et qui a eu tellement de succès que les salles de cinéma en 64 étaient vides le samedi soir quand Belphégor passait à la télévision avec Juliette Gréco et Yves Régnier. D'accord, il faut que je le voie absolument. Ah, il faut voir absolument. Mais ça fait peur ou pas? Parce que moi, je suis non, sensible. Non, ça fait faussement peur. Vous savez, ça ne pose pas de problème. Et dans ce livre, justement, dans ce premier roman, vous citez les tableaux du Louvre, mais aussi d'autres, parce que votre connaissance ne se limite pas au Louvre, notamment au musée d'Orsay, en citant le lit de Toulouse-Lautrec, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Oui. Et ça, c'est fou, ça n'a rien à voir, Orsay et le Louvre, en théorie. Mais après, c'est l'école du Louvre, ça ne se cantonne jamais qu'au Louvre. Oui. C'est les tableaux du monde entier, et pas que les tableaux, tous les artefacts du monde entier qu'on étudie. Et le lit de Toulouse-Lautrec est un tableau qui vous a fasciné ? J'adore Toulouse-Lautrec. Ouais. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est en 1892 qu'il peint ce tableau. Il a abandonné la Goulue, son idole du Moulin Rouge, et il a découvert Loïe Fuller, qui est une danseuse avec ses voiles, la danse serpentine, et il va la peindre alors qu'elle est star aux Folies Bergères. C'est ça, hein ? Oui. Je vois que vous le savez. Alors, dans ce livre aussi, il y a le côté mannequin. Et ça, vous êtes devenu mannequin, Léa Simone Allegria, par hasard, parce qu'on vous a abordé dans la rue. En fait, j'avais une petite vingtaine d'années. Mes parents étaient partis vivre à l'étranger, ils habitaient au Honduras. Mon frère et ma sœur n'étaient plus là non plus. Je me suis retrouvée un peu seule et j'ai vécu une rupture un peu douloureuse avec un homme qui habitait au bout de la rue. Et puis j'étais tellement seule que je suis tombée dans une espèce de dépression où j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de dormir. Je passais mon temps à traîner sous les fenêtres du monsieur en fumant des clopes. Et puis j'étais très très maigre forcément puisque je mangeais plus. Mais c'était pas... j'ai arrêté de tout. J'ai arrêté d'écouter de la musique, j'ai arrêté de regarder un film. Tout me faisait mal, tout m'atteignait. Et je mettais beaucoup de couches de vêtements sur moi parce que j'avais tout le temps froid. Et puis un jour, il y a un type qui est venu me voir dans la rue alors que moi j'étais fort occupée à faire le guet et à fumer des cigarettes. Et il m'a dit, mais t'es hyper dégaine, est-ce que t'es déjà en agence? Moi, j'ai rien compris. J'ai dit, mais en agence de quoi? Mais en agence de mannequin. J'ai dit, ah, non. Et moi, j'ai une maman qui est juive marocaine, je viens d'une famille juive marocaine, et ma maman me disait, on dirait que tu sors d'Auschwitz. Donc c'était quand même, j'étais pas Jojo, quoi. Et ce type qui m'a trouvé très dégaine, je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, moi, le mannequinat, la mode, tout ça, ça m'intéressait peu. Mais il se trouve que j'avais envie d'apparaître aux yeux de la personne que j'avais quittée ou qui m'avait quittée, je sais même plus. Et donc je lui ai dit, ok, je veux apparaître sur l'abribus en bas de chez cette personne, donc je signe où tu veux et je deviens mannequin. Et vous avez découvert un monde tout à fait particulier que vous évoquez dans ce premier livre d'ailleurs, et vous avez posé pour Hermès, pour Dior, pour de grandes marques. Oui, j'ai été projetée dans un monde que je ne connaissais absolument pas. J'ai eu la chance de rentrer dans les arcanes du monde du luxe pendant des années. Encore aujourd'hui, je travaille comme mannequin. Et c'est fascinant quand on est extérieur comme ça, et puis d'autant plus que la position de mannequin, elle est quand même particulière, parce que à la fois on est à poil, en string, au milieu d'une pièce, mais personne ne vous voit. Donc c'est un point de guet très privilégié pour observer tout ce qui se passe autour de nous sans que les autres s'en rendent compte. Oui, mais c'est un univers qui fait rêver les gens, mais qui n'est pas toujours un univers de contes de fées. Moi, il m'a jamais fait rêver, même si j'ai eu énormément de chance, et encore aujourd'hui j'ai de la chance. Si j'ai pu faire ces études à rallonge en dilettante, comme on dit les professeurs, si j'ai pu écrire des romans, c'est aussi parce que je n'ai pas eu à me soucier de l'argent grâce au mannequinat. Donc là, pour ça fait rêver. Après, oui, c'est un monde qui est difficile. Je me suis fait virer pour grosse un nombre incalculable de fois, puisque
évidemment, quand j'ai commencé à aller mieux, bah, j'ai repris mon poids normal. Et là, j'étais un petit peu moins dégaine tout à coup. Donc, il a fallu se faufiler et jongler un petit peu avec ce que j'avais pour pouvoir continuer. Moi, je me souviens d'Elisabeth Tessier, l'astrologue, qui a débuté comme mannequin chez Chanel. Elle défilait et Coco Chanel, voyant qu'elle parlait un peu trop, l'a virée du jour au lendemain. Ce sont des univers très particuliers. On se fait virer du jour au lendemain, oui, ça c'est sûr. En même temps, on fait de beaux voyages quelquefois. J'ai pas beaucoup. Ah si, quand même. Oui, on fait on fait de beaux voyages. Bah, je suis partie vivre à New York pendant quelques années. J'ai fait du mannequinat aussi là-bas. On rencontre des gens. Et puis surtout, c'est un métier qui moi, m'a beaucoup aidé à apparaître. C'est-à-dire toujours être souriante, toujours être bien habillée, bien coiffée. C'est parce que j'avais une petite tendance à me foutre éperdument de mon image et donc être un peu brute. Et là, au moins, tous les jours, je devais faire un effort sur moi-même, apparaître, apprendre à être aimable, à me positionner bien correctement. Et puis après, la parole est venue naturellement une fois que j'avais l'image. Oui, et Léa Simone Allegria, je crois que vous avez appris une langue très particulière qui se résume à 1500 mots, c'est le globish. Qu'est-ce que c'est que le globish? C'est l'anglais courant, vous l'évoquez dans votre livre d'ailleurs. Ah bon? Oui. C'est une sorte d'anglais minima qu'on doit parler quand on est mannequin. D'accord, moi je parle anglais couramment, donc oui. Ça va. J'ai pas eu recours au globish. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de scandales autour du mannequinat parce qu'il y a eu quand même quelques excès et des filles qui venaient d'étrangers, qui parlaient pas français et qui se retrouvaient pris dans des pièges. Ah ben complètement. À part ça, c'est un monde qui est terrifiant, surtout pour les jeunes femmes. Moi, j'ai eu la chance de ne pas tomber dans ces travers-là parce que j'avais aucune prétention en tant que mannequin. C'est-à-dire que je n'aimais pas tant que ça qu'on prenne en photo. Comme vous l'avez vu sur Internet, il n'y a pas grand-chose. J'étais un peu étrangère à ce monde-là. Je prenais ce qu'il y avait à prendre, mais sans avoir... Après, je ne dis pas que ça ne m'a pas atteinte. Quand on m'a appelée Bamboula pendant 1 an parce qu'on a trouvé que j'avais des grosses fesses. Après, j'ai un peu caché mes fesses pendant le reste de ma vie. Donc, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais il a fallu aussi composer avec tout ça. Parfois, c'est pas facile, mais... Quand c'est pas le but de notre vie, ça va. Oui, en même temps, moi je me souviens de photographes qui parlaient des mannequins comme d'un produit et pas comme une femme. Exactement. Ça m'a inspiré mon premier roman. Comment être un objet de marchandise, comment être un produit, oui. Mais il faut vraiment se détacher de tout ça pour pouvoir tenir le choc, moralement. Oui, et ça peut ne pas être un choc. Voilà. Ça peut être juste une observation, on se dit, tiens, lui, il pense que... Vous savez, moi, je suis un peu dyslexique de la droite et de la gauche. Je sais jamais où est ma droite, où est ma gauche. Et à l'école du Louvre, justement, quand je devais dire à la droite de tel personnage et à ça, je me trompais toujours. Et sur un shooting, pareil. Mais à l'école du Louvre, on me dit rien. Mais sur un shooting, la mannequin qui connaît pas sa droite et sa gauche, tout le monde levait les yeux au ciel, genre qu'est-ce que c'est que cette idiote, quoi, genre condescendant total. Mais moi, ça me fait rire parce que c'est peu importe. Exactement ce qui compte. Et puis en plus, c'était pas votre activité qui vous passionnait. Et il y a une autre date très récente que j'ai trouvée qui, à mon avis, vous intéresse beaucoup plus. C'est le 1er septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Léa Simone Allegria. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Léa Simone Allegria, romancière, peu connue sur Internet, mais qui se dévoile petit à petit grâce aux dates clés qu'on retrouve. Il y a ce roman Douce menace chez Albin Michel qu'on va évoquer dans quelques instants, roman qui se passe dans le monde de l'art. Et si je parle du 1er septembre 2025, c'est encore pour une fois pour le monde de l'art, car c'est la date de la fondation officielle de la galerie Augustin Duplay à Paris avec les Curators. Je savais pas. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une galerie d'art qui est née au départ en 2017 lorsque vous êtes à New York. Ouais, racontez-moi exactement. Ça. J'avais habité donc à New York pendant quelques années. Et j'étais dans une maison d'artistes, c'est-à-dire qu'ils étaient tous artistes. Il y avait 12 hommes, une seule salle de bain et moi. Oui. Autant vous dire que je prenais ma douche avec des tongs, parce que franchement, c'était compliqué. Et il y avait Augustin Doublet qui était là. Qui est un photographe très connu. Non, c'est juste c'est juste, non, c'est terrible. C'est un photographe, il avait fait des études de réalisation, on avait fait un court-métrage ensemble. Et on s'est rencontrés à New York. Et moi, c'était les débuts d'Instagram un peu, ou alors en tout cas, c'était mes débuts sur Instagram. Et moi, je prenais
des images, des tableaux ou des choses qui m'inspiraient d'artistes que je trouvais sur Instagram. Et je les mettais sur mon mur à moi. Oui. Pour en faire comme un espèce de mémo au cas où j'avais envie de m'inspirer après, si j'avais envie de faire des dessins, de la peinture et tout. Puis j'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui m'ont suivi, parce que je postais régulièrement, hein, tout le temps. Et puis au bout d'un moment, tous ces gens m'ont dit mais c'est à vendre, quand est-ce que vous les vendez et tout. J'ai dit je vais demander à l'artiste, bougez pas, je reviens. J'ai retrouvé les artistes dont je faisais la publicité. Je leur ai dit est-ce que ça c'est à vendre. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Et puis j'ai commencé à les vendre. C'est-à-dire que personne n'avait pensé à faire ça, finalement. Vous êtes la première sur Instagram à avoir lancé une galerie d'art de ce genre, Léa Simone Legria. Je sais pas, non, il y en avait qui faisaient ça, peut-être qui étaient plus organisés que moi. Moi, ça fait d'une manière très organique. C'était vraiment comme ça, un peu comme ça s'est fait naturellement en fait. Et puis très vite, le compte a beaucoup grossi. Donc là, il a fallu structurer tout ça, avoir des trucs légaux, un site internet. Tout de suite, il y a eu les questions de... Alors, je me souviens, quand on a vendu notre première œuvre avec Augustin, c'était un artiste japonais, qui s'appelait Ishi Nobuo, et on a vendu l'œuvre du Japon, et il fallait l'envoyer quelque part au fin fond des États-Unis. Et là a commencé vraiment la difficulté du truc, comment assurer l'œuvre, comment l'envoyer, comment faire... Et j'avoue que ça m'a un petit peu déstabilisé, écœuré, je dirais carrément, parce que tout le côté administratif, paperasse et tout, c'était forcément moins marrant. Et vu que je gagnais très bien ma vie par ailleurs en tant que mannequin, j'ai dit à Augustin, écoute, tu sais quoi, moi je trouve les artistes et tout, et puis après, toi tu vois, hein, si tu as envie de continuer. Et lui, il a continué, il a fait un super travail, ce qui fait qu'on a ouvert une première galerie à Paris, parce qu'après on a eu des enfants ensemble, et on s'est installé à Paris parce que New York c'était pas trop pour les enfants, et donc on a ouvert une galerie Square Maurice Gardette, et là 1 an plus tard on ouvre une galerie dans le 3e. Et Maurice Gardette, je ne sais pas si vous le savez, a été l'un des animateurs vedettes d'Europe 1, numéro 1. Il a été le pionnier. Et il faisait des farces et attrapes totalement à l'antenne en permanence. C'était le plus délirant des animateurs qui faisait le matin. Je crois qu'un jour, il était le premier à faire venir l'été du sable devant la station pour justement faire une plage, avant Paris-Plage, rue François 1er. Donc vous avez ouvert une galerie, et ce sont à Paris des galeries donc, que l'on peut découvrir. On va sur place, mais on a aussi Internet. Voilà, c'est les deux. C'est galerie en ligne, galerie sur Instagram et galerie physique. C'est-à-dire que ça aussi, l'art contemporain, on le connaît peu aussi. Vous êtes spécialisé au départ dans l'art ancien, et là vous êtes dans l'art contemporain. Ça n'a pas Moi, grand-chose à voir. je reste spécialisée dans l'art ancien. Un peu toutes les époques, puisque je me suis jamais vraiment spécialisée. J'ai choisi iconographie pour justement rester large. J'aime bien chercher des artistes, trouver des artistes émergents sur les réseaux sociaux. J'adore les rencontrer, j'adore créer un lien avec les artistes. Après, c'est la galerie d'Augustin. C'est le père de mes enfants. On s'est séparés, on s'entend très très bien. Il a gardé la galerie. Moi, c'est un terrain de jeu formidable pour moi. Demain, on fait une soirée sur le thème de Marie-Antoinette, où je vais me déguiser en Marie-Antoinette et parler de littérature. Donc je suis ravie d'avoir cet espace, et si je trouve des artistes et tout, bien sûr je peux en parler avec Augustin, et on peut imaginer des expositions ensemble, mais ça reste aujourd'hui la galerie d'Augustin. Oui, mais en même temps, il se trouve que l'art contemporain, les artistes contemporains sont des artistes maudits qui sont dans leur coin. Grâce à vous, ils ont une exposition nouvelle. Après, ils arrivent à s'exposer eux-mêmes très bien sur les réseaux sociaux. Ça marche quand même pas mal. Mais c'est tout à fait nouveau. Il y a quelques décennies, c'était pas le cas. Oui, mais ça, c'est pas grâce à moi. Ça, c'est génial. Et ça, c'est la magie de notre époque. C'est que, ok, il y a toutes les dérives des réseaux, mais il y a ça aussi, c'est qu'on peut rencontrer des artistes incroyables juste grâce à un algorithme qui connaît nos goûts, quoi. Alors l'art, vous avez découvert à New York. Je crois qu'à New York, quand vous êtes allé là-bas, l'art contemporain était roi dans les galeries déjà. Léa Simone Legria. Après, moi, je n'ai jamais beaucoup aimé les galeries elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me retient dans le monde des galeries. J'ai l'impression d'y retrouver, et c'est peut-être parce que j'en suis ignorante et que je me tiens à l'écart et que j'ai pas assez approfondi la question, mais j'y retrouve un petit peu quelque chose qui me déstabilise, du même ordre que le monde du luxe et de la mode, c'est-à-dire des gens qui sont sachants, qui appartiennent au même milieu,
et qui parlent la même langue dont je me sens pas, qui m'attire pas tant que ça finalement. Une langue qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs. Cette langue, on la comprend pas toujours. On se sent un petit peu... en fait, je n'aime pas le côté snob des galeries d'art contemporaine. Alors, bien sûr, là, je fais un énorme medley dans lequel je mets toutes les galeries dedans, alors que c'est absolument pas le cas. Mais c'est pour ça que je préfère la proximité des artistes émergents. Ça me touche beaucoup plus de parler directement à un artiste, de pas m'attendre à grand-chose. Et dès que cet artiste commence à vendre, après c'est Augustin qui s'en occupe, c'est pas moi. Alors, l'avant-garde américaine, en fait, elle est née en 1942, pendant la guerre. Des artistes européens se sont exilés aux États-Unis et c'est eux qui ont commencé à créer des toiles qui ont été à la base de toutes celles d'aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Alors, il se trouve que c'est aussi un monde où on observe le meilleur ou le pire. Moi, l'une de mes premières interviews dans ma carrière, c'était Daniel Spoerry qui avait exposé les restes de son petit déjeuner au Grand Palais. C'était quelque chose de terriblement affligeant et les gens s'extasiaient devant. Et pourtant, mais oui, mais si vous l'avez invité, c'est que vous aviez envie d'entendre. Non, je l'ai pas invité, c'était un reportage qu'on faisait, c'était il y a très longtemps. Mais j'étais assez étonné que ça s'arrache à prix d'or. C'est dans les années 70, vous voyez. Ah oui, bah oui. Et ça, c'est pas le genre de choses que vous appréciez vraiment. Après, moi, je me souviens que quand j'ai fait des études d'art appliqué, j'ai vu des choses bien plus gore que ça. Les gens, ils nous apportaient leur... Je vais pas le dire parce que c'est horrible, mais ils allaient encore plus loin dans cette démarche et ça donnait des choses vraiment affligeantes. Et ça, oui, écoutez... Alors, ce métier que vous avez finalement développé, c'est curator, c'est-à-dire conservateur, commissaire d'exposition en français. Oui. Et c'est vrai que tout ça, les commissaires en ligne, c'était nouveau. C'était une autre façon d'exercer ce métier, même si vous ne faites que chercher des toiles. Je cherche des toiles et puis j'y crois. Et puis, en fait, plus ça a grossi et plus j'ai dû me rendre compte que mon implication apportait des choses aux gens. Et donc, il fallait que je fasse ça d'une manière un petit peu moins... spontanée parfois. C'est-à-dire que je peux pas mettre tout ce que je veux comme je veux. Il faut garder une ligne, il faut garder... un concept, il faut faire attention. Et puis les artistes, est-ce qu'ils sont déjà représentés ailleurs? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis les artistes eux-mêmes, c'est compliqué parce que ceux qui sont très attachés à leur œuvre, ils veulent jamais s'en départir. Donc là, une fois que je l'ai vendu, que je l'appelle, que je lui dis ça y est, tu me l'envoies. Ah non, finalement, j'ai réfléchi, je l'aime trop, je vais la garder. Voilà. Alors, l'un des maîtres de l'art contemporain aux États-Unis, il a été très ami avec quelqu'un dont voici la voix. Alors j'avais besoin d'un capitaine de bateau, d'un capitaine... Hergé, le créateur de Tintin, je ne sais pas si vous le savez, son ami aux États-Unis, c'était Andy Warhol. D'accord. Ils se sont trouvés plein de points communs, et c'est pour ça qu'Andy Warhol a réalisé le portrait d'Hergé avec 4 couleurs différentes, et ces portraits sont aujourd'hui dans le bureau d'Hergé, resté totalement intact, dans les bureaux de l'équipe de Tintin, avenue Louise à Bruxelles. Trop beau. Et Warhol, parmi ses œuvres, a créé Hergé. Et Hergé, qui adorait l'art contemporain, était fan de Warhol. Alors, il y a aussi quelque chose qui a été très important dans ce parcours, ce sont les influenceurs. Parce que les influenceurs, on en parle aujourd'hui en bien ou en mal, mais pour vous, vous en parlez en bien parce que ça vous a aidé aussi dans l'art contemporain, dans cette démarche. En fait, c'était l'idée de départ. C'est pour ça que ça s'appelle The Curators, c'est-à-dire les comme vous l'avez dit, les conservateurs, c'est pas vraiment des conservateurs, les commissaires d'exposition, c'est-à-dire ceux qui choisissent. Mais aujourd'hui, ça peut s'appliquer à tout. Il y a des curators de nourriture, des curators de mode, curated by telle personne. C'est le goût de telle personne mis en avant. Et de curators, au début, l'idée, c'était on va prendre des influenceurs, que ce soit des gens qui ont des comptes Instagram qu'on trouve inspirants, ou que ce soit des gens qui travaillent dans d'autres domaines du luxe, de la mode, de la littérature, de un peu tout en fait, ou même des musiciens. Et on va valoriser leur goût et on va leur demander de créer des petites collections, soit parmi notre écurie d'artistes, soit avec des artistes que eux connaissent et ont envie de mettre en avant. Et c'est leur goût qui va être valorisé et eux-mêmes, ils vont pouvoir en faire la pub à travers leur Instagram, leurs followers, leur réseau. Et en fait, ça, on s'est vite rendu compte que c'était bien, mais qu'en fait, si on peut faire le boulot nous-mêmes et ne pas avoir encore un intermédiaire entre les artistes, nous et les collectionneurs, allons au plus simple. Donc, alors, ce marché de l'art en ligne, les Américains sont très friands. Les Français, c'est pas autant en ce moment. C'est pas encore au goût des Français.
C'est pour ça qu'on a choisi de créer des galeries physiques à Paris, parce que c'est pas la même mentalité, c'est pas la même chose. Les Américains achètent beaucoup plus en ligne que les Français. Ils n'ont pas forcément besoin de voir pour acheter. Et donc on a gardé des collectionneurs aux États-Unis, mais on s'est dit que si on voulait vraiment s'implanter en France et avoir des artistes qui nous font confiance, eh ben il fallait une galerie physique. L'art contemporain, où en est-il aujourd'hui, Léa Simone Alegria? Je peux pas vous le dire. Est-ce que ça évolue? Parce qu'il y a le meilleur comme le pire. Moi, j'ai vu des toiles totalement délirantes devant lesquelles on s'extasie. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Ça évolue toujours. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que l'avenir qui nous le dira, parce qu'il faut laisser décanter tout ça. On a besoin d'un petit peu de recul, de quelques années pour se rendre compte des choses. Il y a des gens qui ont l'œil, qui sont précurseurs, qui savent avant nous. Moi, c'est pas le cas. Enfin, si, il y a des artistes contemporains que j'aime, mais comme tout le monde, je veux dire, je suis pas. Et c'est pas vraiment mon propos, c'est-à-dire que je suis pas. J'aime l'histoire de l'art, j'aime l'histoire des tableaux, l'histoire des œuvres. Après, de là à faire les tendances et à les dire, pas du tout. Mais vous êtes bien placé pour voir comment l'histoire a évolué depuis l'Antiquité. Ça, oui, mais pour faire des prévisions, en revanche, non. Non, mais en même temps, vous êtes capable de juger un tableau d'aujourd'hui par rapport à votre connaissance de l'histoire de l'art. Oui, mais est-ce qu'il faut juger par rapport au passé? Je sais pas, c'est une question. Pas forcément. Il y a l'héritage, et puis il y a ce qu'on en fait, et il y a la rupture. Et prenez Caravage en 1600. Il a surpris tout le monde. Hein. La Caravage, justement, on va en reparler puisqu'il est au cœur de ce roman qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 20 août 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Léa Simone Alegria. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Léa Simone Alegria. On a vu votre parcours dans l'histoire de l'art, la littérature, tout ce que vous avez fait comme mannequin. Et puis, vous avez écrit des romans. Et le troisième, Douce menace, est sorti le 20 août 2025. Une histoire d'amour entre deux passionnés d'art qui se déroule à Rome. Et là encore, c'est inspiré par une histoire vraie avec un tableau qui va se retrouver au milieu. C'est ça, le jeune Bacchus malade de Caravage. Oui, qui est, je crois, le premier tableau connu de Caravage. Exactement. Caravage, qui est un peintre qui a eu un heure de gloire au XVIIe siècle. Oui, exactement à partir du dévoilement des toiles de Saint-Louis des Français. Oui. Dès qu'on a ouvert les portes de Saint-Louis des Français et que les Romains ont pu voir les toiles de Caravage, sa première commande publique, c'est devenu une superstar à son époque, de son vivant. Parce qu'il a révolutionné la peinture finalement avec le clair-obscur, je crois. Avec le clair-obscur, ça c'est ce qu'on retient en premier, oui. Mais aussi avec tout un tas d'autres choses qui étaient absolument inconcevables à cette époque. À commencer par, quand on prend le jeune Bacchus malade, son premier tableau connu, c'est un autoportrait. Il se peint lui-même quand il est malade, comme le dit le titre, à l'hôpital de la Consolation. Et il n'a pas de modèle sous la main, donc il prend un miroir et il se peint. Il se peint en Bacchus, donc en Dieu. Et le fait qu'il se représente malade en 1595-97, c'est déjà une révolution en soi, parce que on ne peint que des gens, que des portraits idéalisés, surtout quand ils sont en divinité, en mythologique. Un portrait malade, bouffi, avec des cernes et le teint bistre, ça n'existe absolument pas. Et ce peintre a influencé beaucoup d'autres peintres ensuite. Oui, dès le début. Alors, Saint-Louis des Français, si on reprend cet épisode qui est fondateur, puisque c'est sa première commande publique, c'est la première fois que les Romains le voient, c'est le cycle de Saint-Matthieu, donc les 3 scènes de la fondatrice de la vie de Saint-Matthieu. Alors, il y a le clair-obscur, comme vous dites, évidemment, cette espèce de pénombre et des lumières qui tombent à point nommé sur les personnages. Il y a aussi le fait que les protagonistes de l'histoire sainte sont représentés comme des personnages contemporains. Ils sont vêtus à la mode contemporaine, ils sont attablés à une taverne, il y en a un qui compte ses sous, et puis on a l'impression vraiment qu'on peut les côtoyer, et on devient plus proche en fait de l'histoire sainte qui devient fait divers. Ça, c'est aussi une révolution. Ensuite, il va encore plus loin, c'est-à-dire qu'il peint exactement ce qu'il voit. Et donc, quand celui qui joue Matthieu, devant lui, a les pieds noirs, il peint aussi les pieds noirs. Et ça, pour un saint, c'est quand même... c'est rare. C'est rare. Ce peintre Caravage vous a fasciné, Léa Simone Alegria?
Après, c'est pas Caravage lui-même. On parlait de Toulouse-Lautrec tout à l'heure. J'ai une grande fascination pour Toulouse-Lautrec ou pour d'autres. J'adore Caravage, mais je suis pas aussi habitée par lui que je peux l'être par d'autres peintres. Mais c'est surtout le jeune Bacchus malade qui m'a fascinée. Et quand j'ai commencé à tirer le fil de son histoire, évidemment, il y a toute l'armoire Caravage qui m'est tombée dessus. Et là, je suis rentrée dans une obsession qui a duré quelques années. Et il y a un chanteur célèbre qui est fasciné par Caravage. D'ailleurs, le premier groupe qu'il a créé s'appelait Caravage. C'est Gaëtan Roussel qui a ensuite créé le groupe Louise Attaque. C'est pas vrai. Oui, son premier groupe. Chanté Léa. Exactement. En plus. Et son premier groupe s'appelait Caravage. C'est pas vrai. Parce qu'il avait vu une exposition du peintre et qu'il l'avait adoré. Mais j'adore Louise Attaque. Alors, il se trouve que ce livre, c'est une histoire d'amour au départ entre un romancier qui a réussi et une romancière qui a du mal à finir son deuxième livre. C'est ça. Alors, il y a une partie autobiographique et une autre partie qui est inventée. Oui. Et oui, l'histoire d'amour, c'est une histoire que j'ai vécue. Et j'ai passé 3 jours à Rome avec la personne que j'aimais et je me posais un milliard de questions parce que c'était une relation qui était douloureuse, qui était un petit peu condamnée, même si je voulais pas le voir à cette époque-là. Et comme je trouve mon moyen d'expression dans l'écriture, mais aussi dans l'histoire de l'art, j'ai eu besoin de me confronter à un tableau pour y déposer un peu toutes mes interrogations. Et quand je suis tombée raide dingue du jeune Bacchus malade à la Galerie Borghese, j'ai compris que peut-être ce tableau avait quelque chose à me dire sur moi-même. Voilà. Et effectivement, vous êtes tombé sur ce tableau par hasard, comme on peut tomber sur un tableau au marché aux puces, qui, soi-disant, n'a aucune valeur. Donc vous vous interrogez sur la réalité de ce tableau au départ. Parce que, est-ce que c'est un tableau original, une copie ou un faux ? Après, je l'avais étudié à l'école du Louvre comme toutes les autres œuvres sur Terre, carrément. Oui. Donc je le connaissais, mais quand j'ai été à la Galerie Borghese et que je l'ai vu vraiment pour la première fois, un tout petit tableautin qui, par rapport aux autres œuvres de Scipion Borghese à la galerie, est presque anecdotique. Il est dans un coin, il n'est pas... Mais il m'a ému, il m'a vraiment ému et j'ai commencé à faire des recherches sur le tableau, donc j'étais dans les archives, j'ai fouillé et là je me suis rendu compte que peut-être il est possible que ce ne soit pas l'original. Et donc démarre le roman Douce menace, qui est une enquête presque policière pour s'interroger sur ce tableau. Oui, exactement. Et là, vous allez résoudre l'énigme en même temps qu'en parallèle, vous vivez cette histoire d'amour qui aussi est très complexe. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Et les deux se rejoignent à un moment, évidemment. La vie de Caravage et surtout l'histoire du tableau. Et l'enquête que mènent les deux protagonistes, Alba et Nino, qui sont les deux amoureux et qui sont dans la Rome contemporaine. Et ils vont un peu sur les traces de Caravage et des déambulations du tableau à travers l'histoire. Parce que la construction de ce roman est très particulière. Il y a une partie qui se déroule au XXe siècle, au XXIe siècle, avec cette histoire d'amour, et l'autre partie où vous racontez Caravage. Oui. Avec des dates précises entre 1596 et 1610. C'est ça, exactement. Donc il a fallu retrouver toutes ces traces et puis construire ça comme un roman. Oui. Parce que sa vie, finalement, c'était un personnage, un peintre, mais il était un peu sulfureux et bagarreur, et ça, vous l'expliquez aussi. Et oui, il y a toute une légende noire du peintre maudit autour de Caravage. Et au début, quand je me suis dit, je vais investiguer sur ce tableau, j'avais un peu peur, justement, parce que on a tellement écrit sur Caravage. Il y a eu un film magnifique qui est sorti récemment. Il est connu, sa vie est une légende. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter en plus, qu'on ne sait pas déjà ? Et j'ai trouvé le biais juste de ce tableau pour raconter l'histoire du peintre par des petits épisodes de sa vie où le tableau est lié. Et c'est comme ça que j'ai fait des recherches très poussées pour retrouver un petit peu les traces de Caravage. Et j'étais beaucoup à Rome. Et en fait, c'est la ville qui m'a permis de faire le pont à chaque fois entre mon histoire, celle que je vivais quand j'enquêtais, et l'histoire du peintre que je retrouvais sous mes pas. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Caravage, on apprend vraiment qui est le personnage jusqu'à sa disparition, parce que sa mort reste un mystère. Sa mort est un mystère qui a été levé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était en 2018, oui, par le professeur Didier Raoult, oui, le professeur du Covid. Oui. Ça, je l'ai appris aussi en faisant des recherches. J'étais tout à fait ignorante de cette anecdote. Lui et ses équipes de Marseille ont été
à Porto Ercole, là où est mort Caravage, en 1610. Ils ont retrouvé le cimetière qui était attenant à l'hôpital où il avait été soigné. Ils ont exhumé des corps, ils les ont alignés sur le sable et ils se sont dit, ok, on cherche quelqu'un qui est trapu, qui est 1,60 m environ, mort à 39 ans, lequel ça peut être. Ils ont trouvé un cadavre qui correspondait à la description. Ils ont vu qu'il était oxydé, intoxiqué à l'oxyde de plomb. Et en fait, c'est parce qu'il utilisait l'oxyde de plomb pour faire son blanc. Donc, il l'utilisait beaucoup dans sa peinture. Et donc, un cadavre intoxiqué à l'oxyde de plomb, c'est forcément un peintre à cette époque. Ils ont fait l'autopsie et ils ont découvert, 400 ans après la mort de Caravage, les causes exactes de sa mort. Et vous l'évoquez dans Douce menaces en évoquant Didier Raoult au milieu de l'histoire. C'est ça. Alors, il se trouve aussi que c'est une visite de Rome qu'on fait à travers votre livre, Léa Simone Alegria, notamment les catacombes, qui est un monde caché sous la ville. On parle des catacombes. Vous parlez un peu des catacombes, oui, dans ce livre. J'ai trouvé quelques lignes sur les catacombes. Ok, voilà. Je vous crois. Et puis, cette galerie Borghese qui est importante aussi, parce que la galerie Borghese, il y a un jardin qui est l'un des 3 grands parcs de Rome. Ça aussi, ça vous a fasciné? Ça me fascine, d'autant plus que j'ai une tante qui s'appelle Anouchka, qui habite à côté et qui fait son jogging tous les matins dans ce jardin. Et j'aime bien parce qu'elle me raconte exactement par quelle rotonde elle passe, par quel endroit. Et j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et évidemment, ça m'évoque toute l'histoire de Scipion Borghese, le neveu du pape, et de la manière dont il a entassé ses œuvres d'art dans un palais qu'il n'a construit que à cet effet. Et ça, c'était déjà une révolution incroyable à son époque. Cette galerie Borghese qui est visitée par des dizaines de milliers de personnes chaque année, qui fait partie des attractions de Rome. Et dans ce livre, Douce menaces, il y a aussi la musique qui est évoquée en filigrane. Vous évoquez la danse macabre de Saint-Saëns. Dans l'ascenseur. Voilà. Ça, je m'en souviens. Pourquoi? J'adore. Vous adorez vous savez que cette danse macabre, elle a été à la fois ovationnée au départ au concert Colonne, elle a été huée au concert Padeloup, et ça a été un classique. Et les danses macabres, en fait, on les voit sur les murs des cimetières, et la plus ancienne serait peinte en 1424 sur le mur du cimetière des Saints-Innocents à Paris. Ça vous fascine aussi, ce genre de choses? C'est ça, toutes les petites anecdotes et tous les ponts qu'on crée entre ce qui s'est passé, ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est hué, c'est ovationné, on l'aime aujourd'hui, avant on le détestait, et puis ça vient en fait du Moyen-Âge. C'est pile poil ce qui me fascine. Et puis vous vous interrogez dans ce livre parce que vous vous interrogez sur le fait qu'une œuvre devient un chef-d'œuvre. Pour quelle raison? Ça, c'est un point qui vous fascine. Ça, c'est vraiment le thème de mon deuxième roman. Oui. Comment il s'appelle mon deuxième roman? Le Grand Art, pardon. Oui, Le Grand Art. Le thème de mon deuxième roman, c'est ça. C'est comment une œuvre d'art qui existe se transforme en chef-d'œuvre. Comment on fait pour passer de juste un tableau à la Joconde? Et c'est en racontant toute une légende, vraie ou fausse, autour de l'œuvre. Oui, et les faux, justement, on parle des faux tableaux, parce que vous interrogez dans ce roman sur les faux tableaux. Moi, j'ai connu Ferdinand Legros, qui était un faussaire total. Alors, c'est un personnage incroyable. Ah ouais. Il avait, soi-disant, des usines au bout du monde. Il avait rien du tout. Les téléphones étaient branchés nulle part. Il avait une Rolls, mais il n'avait pas d'essence. Il n'avait pas d'argent pour mettre l'essence dans sa Rolls. Et vous l'avez connu? Mais je l'ai connu. C'était mon voisin. Il venait à la maison quand il n'avait pas à bouffer. Il se prenait pour... Et c'était un faussaire génial. Ah oui. Ouais. C'est incroyable. C'était un personnage incroyable aussi, parce qu'il y a beaucoup de faussaires aussi dans cet univers. Et là aussi, la passionnée d'histoire de l'art que vous êtes l'évoque dans ce livre. Il faut faire attention aux faussaires. Il faut faire attention aux faussaires, ou alors il faut être fasciné par les faussaires. Les deux sont valides. Moi, j'adore les histoires de faussaires. Quand j'étais à l'école du Louvre, on me disait que 10% des œuvres étaient fausses. Mais on ne sait pas laquelle est laquelle. Et c'est passionnant. En même temps, il y a des manières d'identifier des tableaux que vous avez aussi apprises à l'école du Louvre. Oui, il y a des manières d'authentifier des tableaux, mais est-ce qu'on peut être sûr à 100%? Non. Alors ce roman, justement, ça évoque cet univers à votre façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers ce roman, vous développez votre passion d'histoire de l'art telle que vous l'aimez. C'est-à-dire que la fascination d'un tableau sans imaginer tout ce qu'il peut y avoir autour comme snobisme. Oui, ou après... Il y a du bon dans le snobisme quand ça crée des scènes magnifiques dans les ventes aux enchères, comme j'ai fait dans mon deuxième roman. C'est l'histoire d'un commissaire-priseur. Là, j'adore, parce que c'est tout le monde
du marché de l'art qui est fascinant. Et quand on parle de Caravage, bah oui, il y a la question de la valeur de l'œuvre aussi. Et ça aussi, c'est une chose qui vous fascine parce qu'il y a quelques exagérations dans ce domaine-là, peut-être. Oui, j'aime bien l'exagération. Et en fait, je crois que votre deuxième roman, il y avait eu un problème. Il est sorti à la veille du confinement. Oui, alors sur le moment, c'était un problème, effectivement, parce que... plus de promotion, plus rien. Plus de promotion, et puis surtout, il y avait même plus, on pouvait pas le commander en ligne, on pouvait pas l'acheter, quoi. C'était impossible. Et je me souviens que j'avais la sortie, la signature le lendemain chez Delamain, la librairie, la plus vieille librairie de Paris, que j'adore. Et j'étais avec Jonathan, le libraire, la veille, on fumait une cigarette devant et on se disait, bon, qu'est-ce que t'en penses? Les gens, peut-être, ils vont pas venir, ils sont un peu frileux, là, en ce moment, et tout, on était tous avec des masques. Et puis, en fait, l'annonce tombe. Et puis, il y a eu des grilles sur mes romans pendant des mois après, parce qu'il a plus jamais pu ouvrir sa librairie. Et en fait, moi, au début, j'étais complètement désespérée. Et puis, c'est devenu une chance, finalement, parce que les journalistes avaient le livre chez eux. Et puis, ils se sont peut-être passé le mot parce que j'ai eu une superbe presse autour de ce livre. Donc, finalement, et vu que j'étais encore un peu timide à cette époque-là, je me dis, c'était pas le moment de parler, tout est bien qui finit bien. Et aujourd'hui, c'est le moment de parler. Vous en parlez très bien de ce roman Douce menace chez Albin Michel, que je recommande à celles et ceux qui aiment la peinture, mais aussi qui ne la connaissent pas, parce que c'est une façon d'apprendre de manière très simple cette histoire de l'art qui est chère à votre cœur. Merci beaucoup. Merci Léa Simone Allegria. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.